Des Colombie à travers le monde, bienvenue à ce journal du week-end sur Mikuba Télévision. À la une, le gouvernement congolais a tenu son premier conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire à travers le pays et l'installation effective du guichet unique intégral du commerce. Et puis à l'occasion des festivités de Noël et du Nouvel An 2026, le secteur de Lulou s'est paré des décorations lumineuses et symboliques dans plusieurs espaces publics. Dans la province du Lualaba, l'entreprise Germain Pungwe Mabwe, GPM, a procédé les 30 ans derniers à la remise des vivres à des personnes vulnérables de la province. Plusieurs orphelinats ont bénéficié de ces dons afin de mieux traverser la période des festivités de fin d'année. Ça sera tout pour le sommaire. Eh bien, commençons ce journal du week-end par cette nouvelle. Le gouvernement congolais a tenu son premier conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine sous la direction du président de la République, Félix Tshisekedi. Outre la communication du chef de l'État, les discussions ont porté sur la situation sécuritaire à travers le pays et l'installation effective du guichet unique intégral du commerce extérieur. Suivez ici le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui fait les comptes rendus. Compte rendu de la 73e réunion du Conseil de ministres, la première de l'année 2026. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 2 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 76e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'entame de l'année 2026 et l'atteinte des résultats de l'action gouvernementale. Le président de la République a tenu à réitérer, à l'endroit de chacune et de chacun, les vœux de paix, de santé, des réussites et d'engagement républicains qu'il avait formulés lors de la 72e réunion du Conseil de ministres. À cette même occasion, il a rappelé les instructions à leur donner, lesquelles demeurent pleinement d'actualité et constituent le socle de notre action collective. L'année 2026, a-t-il insisté, doit impérativement être celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de notre peuple. À cet effet, il a invité des acteurs gouvernementaux à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, des rigueurs et d'une véritable culture du résultat, en veillant scrupuleusement à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement, qui soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République. Les forces armées de la RDC ont présenté ce samedi à la presse 15 hommes capturés dans l'est du pays, parmi lesquels 7 militaires rwandais et 8 civils, dont 3 Tanzaniens, un Burundais et un citoyen rwandais. Ces prisonniers ont tous été arrêtés aux différentes lignes de combat au nord et sud Kivu. Selon l'armée, cette capture a été rendue possible grâce à une opération conjointe entre les forces régulières et les Wazalendo. La présentation de ces détenus s'inscrit dans la stratégie de communication des FARDC autour des opérations militaires en cours contre les groupes armés. Des détails, c'est dans ce reportage de Félix Matoudi. En tenue de détenus militaires, ces hommes sont des éléments du groupe coalisé AFC M23 capturés par les forces loyalistes aux différentes lignes des fronts dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Sur les 15 éléments tombés sous les filets des FARDC, l'on compte 7 militaires rwandais et 8 civils, parmi lesquels 3 citoyens tanzaniens, un Burundais et 4 autres de Rwandais. Ces capturés, ramenés à Kinshasa pour exploitation par l'armée, ont été présentés ce samedi 3 janvier 2026 à la presse par le lieutenant-colonel Marc Azukai, commandant adjoint chargé des opérations et renseignements SIFA, au cours d'une communication ce samedi au Tchèze. Dans sa présentation, l'officier a détaillé les identités des capturés, leurs fonctions et leur unité. En dépit de la résolution 27-73 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature
de l'accord Washington du 4 décembre 2025, le Rwanda maintient jusqu'aujourd'hui son armée sur le territoire congolais. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud. L'armée congolaise, dit-elle, a également récupéré des équipements militaires utilisés par ces éléments déployés dans la région. Ces armes et ces munitions confirment la présence active des forces rwandaises et prouvent également son ambition de régionaliser les conflits en intégrant aux côtés des terroristes du M23 des citoyens d'autres pays dans cette zone de conflit. Il est aussi observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les RED Tabara, Kigali cherche à régionaliser les conflits. Les autorités militaires ont en outre affirmé leur détermination à repousser les forces du M23 et les troupes rwandaises hors du territoire national, tout en confirmant que la souveraineté et l'intégrité de la RDC doivent être protégées à tout prix. La RDC revient au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en tant que membre non permanent. La République démocratique du Congo fait ses grands retours plus de 30 ans après sa dernière participation, alors que le pays est confronté à une crise sécuritaire dans l'Est. Ces retours aura quel impact dans la sécurisation de son territoire? La réponse dans ces récits d'Oscar Kalambay et Roxane Sea. Le retour de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies est salué par plus d'un Congolais. C'est notamment le cas de Mike Mikombe, membre de la société civile, et de Clovis Moïse, acteur politique de l'opposition. Donc c'est-à-dire qu'il y a une confiance renouvelée à travers cette diplomatie menée par les chefs de l'État, et qui va peut-être aider non seulement la RDC, mais aussi l'Afrique. Je pense que nous avons salué, mais on ne peut pas chanter la victoire ou bien crier ici et là. L'organisation de ce pays, de notre pays, ne dépendra pas des Nations Unies. La sécurisation de notre pays ne dépendra pas des Nations Unies. Pour Mike Mikombe, cette élection aura plusieurs impacts positifs, particulièrement sur la question de la sécurité en République démocratique du Congo. De 2026 à 2027, moi je pense que c'est peut-être la fin de la guerre. De son côté, Clovis Moïse estime que la RDC devrait d'abord se concentrer sur ses problèmes internes afin que sa présence au Conseil de sécurité ait un impact réel. Cette entrée, je pense, c'est un bon signe avant tout, mais en diplomatie, on ne peut pas toujours négocier un état de faiblesse, bien qu'on entre là. Mais si on est faible, pour sécuriser notre intégrité, je pense que cette entrée n'apportera rien. Ce qu'il faut faire, c'est à l'interne, d'abord chez nous, soyons forts et le monde entier va nous respecter. Le drapeau de la RDC a été porté au Conseil de sécurité de l'ONU le vendredi 2 janvier 2026 par la vice-ministre des Affaires étrangères. La République démocratique du Congo a été élue le mardi 3 juin 2025 comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Autre chose, la question sur la commémoration des héros nationaux en une seule date demeure d'actualité en RDC. Cette question suscite des préoccupations au sein de la classe politique. C'est le cas de Daniel Kapend qui pense que la décision prise n'est pas du tout opportune car selon lui, cela risque de changer l'histoire de toute une nation. Une fois de plus, Oscar Kalambay et Roxane Sea. La commémoration des héros nationaux constitue un pilier essentiel de la mémoire collective en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs décennies, chaque héros national est honoré à une date précise en lien direct avec les circonstances de son combat, de son arrestation ou de son assassinat. Cependant, une récente décision des autorités congolaises vise à instaurer une commémoration unique, regroupant l'ensemble des héros nationaux en une seule date officielle. Une initiative présentée comme un moyen de renforcer la cohésion nationale et de simplifier les calendriers des cérémonies officielles. Cette option n'est faite toutefois pas l'unanimité. Pour Daniel Kapend, cette décision est jugée inopportune. Selon lui, le respect des dates historiques individuelles est fondamental pour préserver l'essence et la portée de chaque combat mené par les héros nationaux. Moi, je crois qu'une date dans la vie d'un homme
a une signification particulière. Et je suis convaincu que les actes qui ont été posés, ces actes de bravoure par certaines personnalités dans cette République, et chacun à son époque, et chacun à son jour, chacun à sa date, j'aurais préféré pour ma part que la chose se fasse comme elle s'est toujours passée. Daniel Capens souligne que chaque héros incarne une lutte spécifique menée dans des contextes politiques et sociaux différents. Regrouper ces dates reviendrait, selon lui, à uniformiser des sacrifices pourtant distincts et porteurs de messages propres. C'est toute une histoire. Je crois que l'histoire, elle est très têtue parce que l'histoire, elle reste identique et ne change pas. C'est-à-dire, ce n'est pas au fil de temps que la chose va changer, mais à la date où la chose est commémorée, moi je crois que ces dates-là doivent être maintenues dans leur contexte et c'est important. Alors que les débats se poursuivent, cette question met en lumière l'enjeu délicat de la gestion de la mémoire nationale. Concilier l'unité symbolique et respect de la diversité historique des parcours ayant conduit à l'indépendance du pays. Eh bien, changeons des chapitres. L'entreprise Germain Pungwe Mabwe GPM Service SARL a procédé le 31 décembre dernier à la remise des vivres à des personnes vulnérables de la province du Lualaba. Plusieurs orphelinats ont bénéficié de ce don afin de mieux traverser la période des festivités de fin d'année. Cette action humanitaire initiée depuis plusieurs années par l'administrateur directeur général de l'entreprise a été saluée par le bénéficiaire qui ont exprimé leur reconnaissance et adressé des mots de bénédiction aux donateurs. Léo Kingu. Le 31 décembre 2025, l'entreprise GPM, dirigée par Germain Pungwe Mabwe, n'a pas dérogé à sa tradition de générosité. Elle a procédé à la distribution des vivres composés notamment de la viande de bœuf, de la farine, du riz, de l'huile ainsi que d'autres produits de première nécessité. Ces dons ont été remis aux pensionnaires des orphelinats Maison Kwetu et Action d'Orcas sans frontières, à la prison des Dilala, à l'hospice de Vieillangouze, ainsi qu'aux habitants du village Katebi et ses environs. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit du donateur. Je suis très heureuse car l'entreprise GPM se souvient des personnes âgées chaque année en leur offrant de vivre. Nous en sommes très reconnaissants. Nous encourageons les agents de cette entreprise à travailler dans l'unité pour le progrès des GPM afin qu'elles continuent à venir nous assister. Nous nous sentons tellement très contents parce que ce n'est pas pour la première fois que le chairman Germain Pungwe Mabwe vient de faire ça. Ça fait plus ou moins 6 ou 7 fois, donc pendant plus ou moins 7 années, et il le fait régulièrement. C'est vraiment un signe d'un cœur très généreux. Alors notre prière de foi est que le Seigneur bénisse le chairman Germain Pungwe Mabwe, que le Seigneur bénisse son entreprise. Nous les remercions sincèrement et leur souhaitons de poursuivre de tels actes. Que Dieu les accompagne et les aide. Pour Lusuna Marcel, directeur des opérations, ces actions sociales initiées par l'administrateur directeur général de l'entreprise méritent d'être soutenues. Nous demandons aux bénéficiaires toujours d'appuyer M. Germain dans ses initiatives et de prier pour la société GPM pour que cette société puisse progresser et aller de l'avant afin que ses œuvres puissent se multiplier. Sous la direction de Germain Pungwe Mabwe, administrateur directeur général et initiateur des entreprises GPM et GMC, les personnes vulnérables du Lualaba bénéficient régulièrement d'une assistance humanitaire. Autre nouvelle, le verdict sur la mort suspecte du docteur Emmanuel Dibou a été rendu ce vendredi 2 janvier 2026 à la cour militaire de l'ex-Katanga. Sur les 5 présumés poursuivis, 2 ont été condamnés et 3 autres acquittés pour insuffisance des charges. La cour a décidé la remise du corps du docteur Emmanuel à sa famille pour l'inhumation. C'est un récit signé par Pierre Mboukani.
Débuté par une audience publique le 16 décembre 2025, les procès sur les présumés meurtres du docteur Emmanuel Dibou s'est clôturé par un arrêt rendu à la cour militaire de l'ex-Katanga ce vendredi 2 janvier 2026. Après des débats contradictoires entre les parties au procès, des enquêtes, des réquisitions à experts et des rapports d'expertise, l'audience publique de ce vendredi a été consacrée au prononcé de la décision. Bien avant cela, le ministère public a procédé à la lecture des procès-verbaux et a également présenté ses réquisitoires. La responsabilité civile personnelle de prévenir Mouissenga, Benatar Christian et Mouzinga Kadima Virginie est engagée. Pour insuffisance des preuves, l'infraction de torture n'a pas été retenue à charge des prévenus. Deux prévenus, entre autres Benatar Christian et Mujinga Virginie, ont été reconnus coupables de violations de droits et libertés garantis aux particuliers, a dit la cour militaire, et les condamne pour le premier à 24 mois d'emprisonnement et le second à 12 mois de servitude pénale principale. Chacun au paiement de 250 000 francs congolais comme frais d'instance, et enfin les deux solidairement avec la République à verser 25 000 $ de dommages et intérêts. Déclare le prévenu Mouissangue Benatar Christian coupable de la dite infraction et les condamne de ses chefs à 24 mois de servitude pénale principale. Déclare la prévenue Mujinga Kadima Virginie coupable, la condamne de ses chefs à 12 mois de servitude pénale principale. 3 prévenus ont été libérés pour insuffisance des charges en leur chef. La Cour a rejeté la constitution du Conseil provincial de l'ordre des médecins pour défaut de qualité, à la restitution du véhicule du docteur Djibou à sa famille, ainsi qu'à la levée de la mesure de conservation du corps du défunt pour sa remise à sa famille aux fins d'inhumation. Eh bien, restons dans la province du Lualaba. À l'occasion des festivités de Noël et du Nouvel An 2026, le secteur de Lulou s'est paré des décorations lumineuses et symboliques dans plusieurs espaces publics. Des aménagements festifs, notamment à Mosompo et à Lualaba Mupanja, initiés par la chef de secteur Betty Kandokatoke, ont embelli les cadres de vie et ont fait rayonner cette entité territoriale pendant cette période de joie et de partage. Des détails, c'est avec la presse du secteur de Lulou. À l'occasion des festivités de Noël et du Nouvel An 2026, le secteur des Loulous a revêtu une ambiance particulière marquée par des décorations lumineuses et symboliques installées dans plusieurs coins stratégiques de cette entité territoriale décentralisée. Des sapins lumineux, des jeux de lumière ainsi que des décors portant la mention 2026 ont été soigneusement placés dans certains espaces publics, notamment à Lualaba Mupanja et à Mosompo, transformant ces lieux en véritable point d'attraction pour la population. À la tombée de la nuit, ces installations offrent un spectacle visuel apprécié aussi bien par les enfants que par les adultes, renforçant l'esprit de fête et des partages propres à cette période. Cette initiative est à mettre à l'actif de la chef des secteurs Lulou, Betty Kandokatoke, qui, à travers ses aménagements, entend faire rayonner son entité et offrir aux habitants un cadre accueillant et festif. En embellissant les lieux publics, l'autorité sectorielle contribue non seulement à célébrer les fêtes des fins d'année, mais aussi à valoriser l'image du secteur des Lulou. Au-delà de l'aspect décoratif, ces aménagements traduisent une volonté de rapprocher l'administration de la population en créant des espaces conviviaux où chacun peut s'y retrouver et partager la joie des festivités. Une démarche saluée par de nombreux habitants qui voient dans cette action un signe d'attention et de leadership engagé. Hivi banadekorea hapa inatufanya bien njua watoto wetu pete mzuri, ifashi ya mzuri. Tunahamisha mafoto ya vili ya sasa hii tunaona leo hapa Mosompo village. Inafaa fierté ya mkini. Ainsi, en cette période de Noël et de Nouvel An 2026, le secteur des Loulous brille des mille feux, porté par une vision de développement et de valorisation des espaces publics, impulsée par Betty Kandokatoke. Dans le diocèse des Kolwezi, ce samedi 3 janvier 2026, l'Église a vécu un moment de grande solennité à la paroisse Saint-Jean, l'apôtre de Msonoï, au cours d'une messe présidée par Monseigneur Richard Kazadi. 4 nouveaux prêtres religieux salvatoriens et un diacre franciscain ont été ordonnés. Une célébration suivie de la cérémonie d'échange de vœux du diocèse autour de l'évêque. C'est un reportage signé par Teddy Dizamba et Emmanuel Katende.
Une ambiance solennelle a marqué la journée de ce samedi 3 janvier à la paroisse Saint-Jean-l'Apôtre située dans la cité Gécamine Moussonoï, au cœur du diocèse de Kolwezi. Les fidèles ont répondu nombreux à l'invitation de leur pasteur pour vivre un moment particulier, la messe d'ordination présidée par Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque de Kolwezi. Au cours de cette célébration eucharistique, l'évêque de Kolwezi a ordonné 4 nouveaux prêtres, tous religieux salvatoriens de la Société du Divin Sauveur, ainsi qu'un diacre franciscain de l'ordre des frères mineurs. Dans son homélie, Richard Kazadi a exhorté les nouveaux serviteurs de Dieu à vivre pleinement leur consécration, les invitant à répondre chaque jour avec fidélité et courage à l'appel du Christ au service du peuple de Dieu. Les habitudes qui doivent vous accompagner dans votre vie de consacré est de dire comme Jean, « J'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie, voilà pourquoi je témoigne. » J'ai vu la grandeur de Dieu dans ma pauvre vie, c'est pourquoi je témoigne. Le rite d'ordination a ensuite constitué le moment central de cette célébration. D'abord pour le diacre Pascal, à qui Monseigneur Richard Kazadi a imposé les mains avant de prononcer la prière consécratoire, l'ordonnant ainsi diacre au service de l'Église et de son évêque. Puis est venu le tour des ordinants prêtres. L'évêque de Kolwezi, suivi de l'ensemble des prêtres présents, a imposé les mains sur chacun d'eux avant de prononcer la prière solennelle qui les a consacrés prêtres du Seigneur. La célébration s'est déroulée dans une grande joie, partagée par les familles des consacrés et par les chrétiens venus de différentes paroisses du diocèse de Kolwezi, témoignant de la vie de l'église famille de Dieu qui est à Kolwezi. Juste après cette messe, un second événement a marqué cette journée. La cérémonie d'échange des vœux du diocèse de Kolwezi autour de l'évêque. Prêtres, agents pastoraux et collaborateurs diocésains ont ainsi ouvert l'année 2026 dans un esprit de communion avec leur pasteur, Monseigneur Richard Kazadi. Dans le mot du clergé, le doyen du Collège des doyens est revenu sur les réalisations de l'année écoulée, soulignant notamment l'implantation de plusieurs chapelles et paroisses à travers ce diocèse. Nous vous réitérons notre ferme engagement dans l'accomplissement au quotidien de votre apostolat au diocèse de Kolwezi. Prenant la parole à son tour, Monseigneur Richard Kazadi Kamba a présenté ses vœux à ses fils et filles du diocèse de Kolwezi, les appelant à poursuivre ensemble la mission de l'Église dans l'unité et l'espérance. J'attends la contribution positive de tout un chacun pour concrétiser nos rêves, notamment celui de voir notre diocèse prospère et où il fait beau de vivre. L'année 2025 restera particulière dans l'histoire du diocèse de Kolwezi, marquée notamment par la célébration du premier synode diocésain depuis sa création, convoqué par Monseigneur Richard Kazadi. Une étape décisive pour l'avenir pastoral de cette église locale. L'année 2026, quant à elle, s'annonce laborieuse pour l'évêque de Kolwezi, qui poursuit avec détermination sa mission d'affermir la foi et d'annoncer l'évangile à toutes les couches du peuple de Dieu. Le croisement des avenues des écoles et Babemba à la cité Gécamine Kolwezi se transforme en un dépotoir public. Plusieurs tas d'immondices et des déchets ménagers y sont visibles. Ces ordures dégagent une odeur désagréable pour le passager et les riverains craignant les risques de maladies. C'est un constat fait par Michael Mutula et Oscar Kalambay. Malgré la campagne ville propre lancée par la mairie de Kolwezi, l'insalubrité continue de régner sur les avenues des écoles et Babemba, à la cité Gécamine Kolwezi. Des tas d'immondices et des déchets ménagers de toute nature y sont jetés presque chaque jour, indisposant les riverains et même les usagers avec les odeurs désagréables. Un risque permanent pour la propagation des maladies de mains sales, redoute Véronique Sompo. Je suis native de la Gécamine Kolwezi, mais je n'habite plus ici. Et à chaque fois que je passe par ici, j'ai souvent mal de voir ces ordures. Ceci pourrait causer des maladies.
Indisposés par les odeurs qui dégagent ces ordures, les motocyclistes stationnant à cet endroit appellent à l'implication des autorités pour l'évacuation rapide de ces immondices. Tel que nous travaillons ici, ces immondices nous indisposent, qu'on vienne les évacuer. L'État bangarie kubavenjwa mambo ya uchafu bakwe banze kuitosha kona ta. Buchafu inapika hapa tu ni bantu yetu ajekamine ndio banatupaka buchafu hapa kila siku. Ces déchets qui datent ici sont souvent jetés par les habitants de la Jekamine Kolwezi. Nous demandons juste aux autorités de nous aider à les évacuer. Tunaria paka autorité banze kuitangariria yako kuitutosha hii mabuchafu sino tunajua bia tuko deja contaminé na malaria mingi sana kupitia hii buchafu. Puisque l'évacuation de ces ordures est lente, certains transforment ces lieux en un dépotoir public où des ordures ménagères y sont jetées presque chaque jour, nous ont renseigné quelques habitants des environs. Quittons le Lualaba pour le Haut-Katanga, la cité minière de Kipushi a vécu une journée sous tension ce vendredi 2 janvier 2026. Deux jeunes sont descendus dans la rue pour réclamer justice après un double meurtre ayant coûté la vie notamment à un auxiliaire de la justice. Une marche initialement pacifique mais perturbée par des incidents ayant troublé l'ordre public nécessitant l'intervention des autorités provinciales pour apaiser les esprits. Regardez. La marche des jeunes de la cité minière de Kipushi organisée ce vendredi 2 janvier 2026 visait à réclamer justice après le double meurtre survenu récemment dans cette cité et qui a coûté la vie, notamment à un auxiliaire de la justice. Initialement pacifique, cette manifestation a viré vers des troubles à l'ordre public suite à l'infiltration des membres d'un parti politique. L'objectif principal de cette marche était le dépôt d'un mémorandum auprès du bourgmestre de la commune urbano-rurale de Kipushi, Michel Kassanda. Face à cette situation intolérable, la jeunesse de Kipushi exige sans délai le déploiement immédiat et renforcement de forces de sécurité. Des patrouilles mixtes, police FARDC permanentes, des enquêtes crédibles et publiques face au crime, la restauration urgente de l'éclairage public, la prise de responsabilité claire par les autorités compétentes. Face aux manifestants, le bourgmestre a tenu un discours empreint de responsabilité, les appelant au calme et leur demandant de regagner leur domicile afin d'éviter tout dérapage. Beaucoup par rapport à ça et nous avons reçu votre mémo, c'est bien fondé. Là, nous vous promettons que nous allons faire un bon rapport à la hiérarchie et on va vous réserver une suite favorable aussi. C'est dans ces contextes que le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiba, s'est rendu à Kipushi pour apaiser les tensions et rassurer les habitants. Accompagné des autorités politico-administratives, il a visité les lieux du crime où la population visiblement indignée a dénoncé la montée de l'insécurité et condamné ces actes qualifiés de barbares. Mieux à faire à l'immédiat, c'est de renforcer d'abord la sécurité. C'est l'effectif de nos hommes en uniforme tel que la police. Kipushi n'est pas comme Kipushi de 2006-2005. Kipushi de 2024 et 2020, l'étendue est déjà très vaste. Par la suite, le cortège s'est rendu aux urgences de l'hôpital du Cinquantenaire afin de recueillir les témoignages d'une dame qui a échappé de justesse à la mort, contrairement à son mari, victime de cette attaque. Anafika pale pakuwa panangu anampika masashi, anampika na uga ananishutua, ananinyangula. Deja tunaanza kwenda. Pale tunaanza kwenda. Mkokonja hivi à quelques mètres na bali tukikuya. Les hommes en uniforme ont tiré sur mon mari et son ami 2 coups de balle chacun. Et par la suite, ils m'ont sérieusement tabassé à base de machettes avant de m'amener à un endroit où ils m'ont violée. Anatosha kile kipardesi kile kia basoda anatanjika pale ananiviole pale anaisha kuniviole ananivula mkanjo alikuwa na kitambala ananifunga kumacho na kumpua anaanza kunipika mpanga ananipika na hiki
ya huku kunani ya bunduki. Messieurs et dames, ça sera la fin de ce journal du week-end sur Mikuba Télévision. Meilleurs vœux de santé, prospérité, réussite pour l'an 2026. Portez-vous bien.